Arrêtez de regarder Netflix. Plutôt de regarder des séries à la con là, qui vous vendent du rêve. Mettez-vous sur un truc qui vous plaît. Si vous arnaquez les gens, un jour, le karma se retournera contre vous. Je suis désolé pour certains, hein, mais arrêtez de passer votre temps sur TikTok à regarder des chats qui tombent des tables. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais un cancre à l'école. C'est-à-dire que j'écrivais très mal français, je faisais des fautes d'orthographe, j'étais nul en mathématiques, je parlais pas un mot d'anglais. La confiance, ça se mérite. Pas par les mots, elle se mérite par les actes. Quelqu'un qui parle, mais qui n'agit pas, j'ai pas confiance. Aujourd'hui, ma femme a un travail, elle vient de le perdre. J'ai un travail, je viens de le perdre. Et c'est indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que j'ai pas choisi cette situation. On m'a enlevé mon boulot, on m'a enlevé le boulot de ma femme. Mais pourtant, les factures, elles sont toujours là, mec. Au bout de 3 mois, j'ai fait ce qu'on appelle une espèce de dépression. C'est-à-dire que j'étais chez moi, et puis un jour, je me suis mis à pleurer. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Yoko Sominasan et bienvenue sur Spirit Success Money, l'émission pour les ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Donc, si vous voulez savoir les parcours, les réussites, les histoires des personnes ambitieuses telles que vous, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, il a vraiment commencé de zéro. Il est parti de rien. Il a vraiment connu la misère. Il est passé de rien du tout à chef cuisinier et il est maintenant à presque 7 chiffres en crypto-monnaie. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui donc Yohan. Bonjour Yohan, comment tu vas? Salut, ça va super, au top comme d'habitude. Franchement, ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne en fait, hein, Spirit Success Money. Comment tu te sens? Comment tu appréhendes un peu cette première fois, parce que c'est vraiment ouais, c'est une première interview pour moi. J'appréhende pas du tout. En vrai, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir que tu m'aies invité, que je puisse parler un peu de mon histoire. Si ça peut inspirer certaines personnes, si certaines personnes peuvent se reconnaître là-dedans, que ça peut leur donner de la force pour faire la même chose et pour passer à un niveau qu'ils auraient jamais pu avoir. Voilà, moi je partage la positivité, on va dire, tu vois, je partage vraiment un peu ce mood. Ouais, non, j'appréhende pas du tout. Je suis content d'être là. Franchement, ça me fait plaisir. Et du coup, franchement, on a pu un peu discuter. On se connaît pas depuis super longtemps, toi et moi. Mais non, sur les quelques jours là, quelques semaines qu'on a pu faire connaissance, toi et moi, j'ai vu que tu avais un parcours de fou, mais un parcours incroyable. Il faut absolument que tu puisses partager ça avec toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, on va commencer vraiment par le tout début. Moi, j'aime bien, en fait, comme je te l'ai dit, prendre le temps de raconter des histoires et de faire comprendre aux gens qu'en fait, à un moment donné, on a commencé tous en bas. On a commencé tous où c'était vraiment la galère, c'était vraiment la misère. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, bien vraiment sûr. en quelques lignes? Après, on partira dans les détails. Mais voilà, où est-ce que toi, ton histoire, l'histoire de Yohan, où, quand et comment tout ça, ça commence? Ok, écoutez, moi c'est Yohan, j'ai 39 ans aujourd'hui. Alors j'ai un parcours tout à fait classique dans le monde de la cuisine. J'étais un cancre à l'école et puis j'ai commencé le travail très jeune. J'ai commencé en pré-apprentissage vers l'âge de 14 ans. Donc je faisais des alternances, 15 jours de travail, 15 jours d'école. Et ensuite je suis rentré en CAP. Voilà, j'ai étudié en France en mon apprentissage CAP. J'ai fait un BEP en 1 an. J'ai fait quelques concours de cuisine. Après je suis parti vivre en Angleterre pour mon développement personnel. Et ensuite, je suis revenu pour faire un brevet professionnel, l'équivalent d'un bac professionnel ou d'un CFC, comme on dit en Suisse, tu vois. Et puis voilà, là, c'était vraiment le début de mon adolescence. Donc, c'est là où je me suis construit. C'est là où j'ai été accompagné par des chefs de cuisine qui m'ont éduqué, en tout cas, dans la cuisine et dans le mindset, justement, de pouvoir se développer déjà dans un premier temps dans ce métier. Ouais. Donc voilà, ce parcours tout à fait classique au début, tu vois. Ok. Et du coup, toi, quand tu as commencé par rapport à l'entrepreneuriat, quel a été vraiment ton pourquoi en fait? Au départ, comment tu t'es dit, ok, moi je veux démarrer l'entrepreneuriat, mais pour quelle raison en fait au final? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait au fond de toi? Ouais, il y a 2 choses particulières qui m'ont vraiment motivé tout au long de ces années. La première chose, ça a été vraiment de me développer déjà personnellement, parce que je voulais prouver à moi-même et je pense que je voulais aussi prouver à certaines personnes qui n'ont jamais cru en moi, comme à l'école par exemple, conseillère d'orientation qui disait, je me souviens que ma mère elle était pas rassurée parce que la conseillère d'orientation disait en gros votre fils il va finir en prison ou il va mal finir parce que voilà, c'est un cancre à l'école, il est pas attentif. Et je pense que toutes les personnes qui ont dit ce genre de choses, que ce soit dans mon environnement, que ce soit à l'école ou que ce soit des gens que j'ai rencontrés, etc., m'ont donné justement une force pour le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me disait tu vas pas devenir un grand chef de cuisine, j'ai tout fait pour le devenir. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était un accomplissement personnel, bien entendu. C'était avant tout pour moi que je le faisais. Mais il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait, ouais, je vais leur montrer.
Je vais leur montrer. C'est-à-dire, D'accord. regardez, vous dites que je suis pas capable de le faire, regardez-moi, je vais le faire. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le processus, peu importe les échecs, peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, tu vois. C'est regardez-moi, je vais y arriver. Ok. Donc ça, c'est la première chose qui motive en soi, tu vois. Et la deuxième chose, c'était de rendre fier mon entourage, ma mère, mes petites sœurs. Ok. Et justement, dans ton départ, en fait, qu'est-ce qui a été le plus dur, au fait, au début? Le plus dur, ça a été l'inconnu. L'inconnu, c'est-à-dire que quand j'ai eu mes 18 ans, j'avais différents rêves dans la vie, tu vois, comme partir vivre aux États-Unis, l'Australie, je voulais travailler pour des grands chefs, je voulais même moi-même devenir un grand chef. Et pour arriver à ça, il y avait tout un processus par lequel je devais passer. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais un cancre à l'école. C'est-à-dire que j'écrivais très mal français, je faisais des fautes d'orthographe, j'étais nul en mathématiques, je parlais pas un mot d'anglais. Et j'avais, moi, mes plus grands rêves d'adolescent, rêves de jeune homme, c'était de partir vivre aux États-Unis. Ah Bon, ouais. tu vois. States. Les States, tu vois, ça fait rêver. On voit les séries américaines, on voit les grosses voitures. Enfin, voilà. Ah, je me rappelle. Le rêve américain, tu vois. Américain, ouais. Et moi, je me suis dit, à l'âge de 18 ans, si je veux vivre ce rêve à fond, si un jour je veux partir aux États-Unis, pour le vivre à fond, il faut pas qu'il y ait de barrière de langue. Donc, à l'âge de 18 ans, je me suis dit, OK, quelle est la meilleure façon pour moi d'apprendre la langue? Alors, j'avais 2 de moyenne en anglais, que je savais pas parler, aucune base, tu vois. Et ben, en fait, j'ai juste pris la décision de partir en Angleterre. Donc, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était justement ça, l'inconnu. C'est-à-dire prendre la décision de partir dans un pays que je ne connais pas, où je ne parlais même pas la langue, Ouais. et me dire, je vais y aller et je vais tenter l'aventure, et quoi qu'il arrive, je vais apprendre à parler anglais. Comme ça, dans mon processus, la prochaine étape, c'était de partir vivre aux États-Unis, c'était de vivre ce rêve américain un petit peu, tu vois. C'était vraiment un rêve pour toi. Ouais, c'était un rêve d'enfant, un objectif, tu vois, c'était sur ma to-do list. Et donc, j'ai pris justement cette décision un jour de partir et je suis allé vivre à Liverpool pendant 1 an. J'ai trouvé du travail, j'avais écrit un CV en anglais au préalable, etc. Mes proches m'ont aidé. Mais ça a été, voilà, le plus dur, ça a été ça, l'inconnu. Qu'est-ce que je fais? Ouais, t'as dû avoir peur un peu. Ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, tu quittais ta famille, tout ça. Je quittais la famille, je quittais mes amis, je quittais mon cocon familial, je quittais ma zone de confort, en fait, Ouais. tu vois. Et là, je partais vraiment dans quelque chose qui était inconnu pour moi. Partir vivre à l'étranger alors que je parlais même pas la langue. Enfin, je savais même pas comment j'allais me débrouiller pour trouver un job, pour communiquer avec les gens, en fait. Parce que je te le dis, je ne parlais pas du tout anglais à cette époque-là. C'était Ouais, pas un mot, mec. Je savais juste dire My name is Johan et c'est tout, tu vois. Je vois. Ok. Et après, en fait, dans ton parcours, si on fait étape par étape, donc tu commences en fait, bon bah voilà, comme tout le monde est à l'école, tu commences à te rendre compte, ou en tout cas, bah les conseillers d'orientation, ces enfoirés là, qui nous brisent les rêves, etc., finissent par nous dire bon bah voilà, c'est pas trop, c'est sûrement pas fait pour toi et tout. Tu commences à travailler, c'est ça? Ouais, c'est ça. À l'âge de 14 ans, je commence à travailler et puis j'intègre une brigade de cuisine où je suis le petit dernier, je suis le petit jeune, je suis le petit nouveau. Donc j'ai commencé par faire la plonge pour pouvoir prouver que j'étais capable d'assumer la tâche la plus ingrate dans la cuisine, tu vois. Et après, j'ai évolué au sein de la brigade. Ok. Et après, à tes 18 ans, en fait, quand t'es parti en Angleterre, t'avais quand même le truc de dire, bah, je vais trouver un travail dans la cuisine là-bas, en fait. Ouais, c'était un objectif parce que mon métier est quand même un métier qui ouvre des portes dans le monde, hein. Cuisinier, français, renommée mondiale. Nous, les cuisiniers français, on a une belle image. Donc, je suis arrivé à Liverpool en Angleterre et puis j'ai distribué des CV dans des restaurants à l'arrache, tu vois, en espérant trouver un travail le plus vite possible pour pas être à la rue. Ah ouais, quand t'es arrivé, en plus, t'avais rien. Non, j'avais rien, mec. J'avais mon backpack, j'avais mes t-shirts, mes caleçons, et puis j'avais un peu d'argent de côté pour pouvoir quand même être à l'hôtel ou dans une chambre d'hôte, enfin avoir un logement, un toit sur la tête, tu vois, et de quoi manger. Mais ouais, j'ai eu de la chance parce que finalement, j'ai déposé des CV et puis j'ai quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui m'a embauché, il m'a trouvé un appart, la brigade de cuisine, ils ont juste été incroyables avec moi, mec. J'avais pas de meubles, j'avais pas de télé, j'avais rien, et puis genre 15 jours après mon arrivée, ils s'étaient tous cotisés, ils avaient tous ramené des consoles, une télé, un grille-pain, un micro-ondes. Et ils m'avaient fait cadeau de tout ça pour que je puisse avoir un appart, un petit studio avec le minimum de confort pour pouvoir vivre mon aventure et être avec eux, tu vois. Ils ont été ultra bienveillants avec moi parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. C'est-à-dire que j'allais en cuisine, ils me demandaient de faire une tâche. Je comprenais rien, mec. Tu vois, ils étaient là, donc ils me montraient, ils ont eu la patience, ils ont eu la bienveillance, ils ont eu tout ça avec moi, tu vois, ils m'ont donné ma chance en fait. Ça a été incroyable, ça a été vraiment été sympa. Ouais, ça a été. Il faut pas croire quand on parle pas la langue comme ça dans un pays. Je vais te raconter une petite anecdote, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, en fait, tu vis, ça fait 3 mois que tu es dans un pays où tu comprends pas ce que les gens ils disent.
Je me suis retrouvé en boîte de nuit avec mes collègues de travail, tu vois, et je les vois rigoler entre eux, je les vois profiter de la soirée, et moi je suis là et je suis seul en fait. En fait, je suis accompagné, Mais t'es seul. mais je suis seul parce que je comprends pas ce qui se passe. Quand je comprends pas les blagues, je comprends pas le mood, je comprends pas tout ça, tu vois. Et au fait, au bout de 3 mois, j'ai fait ce qu'on appelle une espèce de dépression. C'est-à-dire que j'étais chez moi, et puis un jour, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que j'étais seul, mec. Et le plus dur, c'est d'être seul alors que T'es entouré. t'es entouré, tu vois. Ouais, c'est Il y avait vraiment cette pire. barrière de la langue qui faisait qu'en fait, il y avait ce mur entre nous, tu vois. Mais ça a été une épreuve difficile. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle la survie. C'est-à-dire que mon cerveau, il a décidé de survivre et de pas abandonner. Et d'un coup, je me suis mis à comprendre l'anglais et je me suis mis à le parler, mec. Je me suis même mis à rêver en anglais. Quoi? Ouais, ça a été un déclic, en fait. Waouh. Un déclic. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, ça a été difficile. Il y a eu un moment très dur, un choc thermique où j'ai pensé à abandonner, tu vois. Et je suis resté. Et finalement, derrière, il y a eu ce déclic où je comprenais les gens. J'arrive à les comprendre. À force de les entendre, à force de... Il y a ton cerveau, il te dit, OK, il faut que tu captes ce qui se passe, en fait. Parce que sinon, tu peux pas, en fait. Tu vois, il y a cette barrière qui te frustre, qui t'enferme alors que t'es dans un nouveau pays, que t'as envie de vivre et tout. Et d'un coup, j'ai commencé à comprendre et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et donc, j'ai commencé à parler. Et là, le déclic, il a été radical. Après, je me suis mis à rêver en anglais. Ah ouais. Et au bout d'1 an, j'étais pas bilingue, mais je pouvais déjà tenir une conversation, tu vois. Je pouvais déjà m'exprimer, je pouvais déjà faire ressentir des choses. Ça a été dur, mais le processus pour arriver à parler anglais a été difficile. Ah ouais, ok. Et c'est vraiment un truc que je me dis, mais rêver en anglais, je crois pas que Ouais. ça me soit déjà arrivé de rêver en anglais, même si je comprends et je parle un peu, mais ok. Mais en fait, vu que t'es dans un environnement où tout est en anglais, Ouais. il y a un moment, comme je te disais, le cerveau, Ah ça ouais. switch, en fait, tu vois. Donc, Ok. Par rapport à l'entrepreneuriat, donc tu commences et en fait, tu me disais en fait ton pourquoi, ta raison pour laquelle tu as commencé, c'était la raison pour laquelle j'ai commencé, Ouais. c'était pour me prouver à moi-même que j'en étais capable. et pour prouver aux Et aux pour autres prouver à que- ceux qui n'ont pas Ouais. cru en moi et qui ont toujours dit que j'allais rien faire de ma vie, leur montrer que j'en étais capable, que en tu fait. étais capable. Mhm. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, au point où t'en es, pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi? Ça représente quoi entreprendre au final? Qu'est-ce que ça signifie? L'entrepreneuriat, ça signifie la liberté. La liberté de pouvoir choisir ce que tu fais, en fait, et de le faire à ta façon, sans qu'il y ait pour autant quelqu'un qui te dicte comment le faire, en fait. J'ai longtemps été employé, hein. Je suis passé par ce stade, le salariat. Je suis passé par toucher un salaire pour travailler des heures et des heures, tu vois. Je travaillais dans des restaurants, des fois 15, 16 heures, 17 heures, mec. J'ai fait des 18 heures de travail par jour pour embaucher un salaire net de 1600 €, tu vois, et faire ça pendant... Tu vois, je suis passé par là. L'entrepreneuriat, ça permet d'être libre, de choisir ce que tu veux faire et de gagner peut-être aussi un peu plus d'argent et de choisir ce que tu veux faire avec cet argent. Ok. L'entrepreneuriat, c'est la liberté de choisir si je veux ouvrir un restaurant, si je veux partir en vacances, si je veux employer telle personne, si je veux développer mon business comme je le souhaite, si je veux repeindre les murs en noir, je les repeins en noir parce que j'en ai envie, en fait, tu vois. Ok. Et après cette année à Liverpool, donc tu passes 1 an, tu finis par en fait bien parler anglais. Là, tu Ouais. reviens en France après ça? Ouais, je reviens en France et il me manquait un diplôme parce que voilà, on sait tous qu'il faut avoir des diplômes, etc. Et il me manquait un diplôme en fait pour pouvoir être chef de cuisine. C'est-à-dire que j'avais un CAP, j'avais un BEP. Ça, c'est les bases de la cuisine. Et après, il fallait passer un bac professionnel. Dans ce bac professionnel, tu fais un peu de comptabilité, tu fais un peu de gestion, un peu de management, tu vois. Donc, Ouais. t'apprends en gros à devenir un leader, entre guillemets. T'apprends à devenir un leader dans une cuisine, t'apprends à être seconde cuisine pour ensuite aller chercher la place de sous-chef et la place de chef de cuisine. Donc, je suis revenu et puis j'ai passé mon diplôme, tu vois. Et en plus, j'avais l'anglais. C'est-à-dire que là, je parlais anglais. Donc, je suis retourné en apprentissage pendant 2 ans et j'ai explosé les scores en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Le jour de l'examen, j'ai eu 18 sur 20 à l'anglais. Enfin, voilà. Donc, il y a eu ce processus. Donc, j'ai obtenu mon diplôme. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été embauché en tant que seconde cuisine, direct. Donc, je suis passé de chef de partie à seconde cuisine dans un restaurant gastronomique, qui avait un hôtel 3 étoiles, etc. Tu vois. J'ai fait mon temps là-bas et après, j'avais envie de réaliser mon rêve. J'étais prêt pour les États-Unis. J'étais prêt pour partir. Ok. Parce que j'avais la confiance en moi, j'avais l'expérience en cuisine, j'avais l'anglais et j'avais besoin d'aventure. J'avais besoin de regoûter à cette première fois. Tu sais, j'étais parti à Liverpool, j'avais vécu cette aventure, c'était juste incroyable. Je suis ressorti plus fort. Je me suis dit, tu sais quoi, on va aller, je repars. Et cette fois-ci, je vais réaliser mon rêve. Cette fois-ci, je vais aller là où je m'étais fixé mon objectif, les États-Unis. Et donc, j'ai postulé pour un job. Et pour ceux qui connaissent un peu la restauration et la cuisine, j'ai postulé pour Monsieur Bocuse, qui a été élu meilleur chef du monde
de notre siècle. Donc un grand chef, une grande personne, une belle personne qui a plusieurs restaurants étoilés dans le monde, etc. Tu vois. Et j'ai postulé et puis à ma grande surprise, j'ai été pris. Waouh. En tant que second. Non, en tant que chef de parti. On m'avait rétrogradé, mais voilà, c'est normal, c'est le processus, tu vois. C'est normal, ouais. T'arrives dans un restaurant, tu peux pas forcément être tout de suite au poste que tu souhaites. Donc, j'ai postulé, les candidatures se sont faites à Paris, donc je suis venu à Paris, j'ai fait mes candidatures, et j'ai eu la réponse 3 mois après, comme quoi j'étais pris. Et après, il y avait tout le processus de mettre en place le visa de travail, de mettre en place le départ, enfin voilà, toute l'organisation qu'il y a autour d'un grand voyage comme celui-là, quoi. Ok. Et ça s'est bien préparé, ça s'est bien passé. Ça s'est bien préparé parce qu'on a été accompagnés. Ok. Donc il y avait des gens qui étaient là pour nous aider dans les démarches, etc. Et puis ça s'est fait bien. Ça s'est bien fait. Ouais. Et donc je suis parti vivre en Floride, aux États-unis. La Floride. Ouais, la Floride, frérot, c'est incroyable. Hein. Il fait beau, il fait chaud. Ok, moi j'en rêvais. Faudrait que j'aille au moins faire un tour là-bas, au moins une fois, tu vois. Ça vaut le coup d'aller voir du pays, tu vois. Les États-Unis, c'est un peu, comme je te le disais, on voit ça à la télé, ça fait rêver, tu vois. C'est le rêve américain. Et donc, je suis parti là-bas et j'ai travaillé dans le restaurant gastronomique de Monsieur Bocuse pendant 1 an. Pendant 1 an. Ouais. Ok. Et là-bas, donc, ça se passe, tu fais ton travail, etc. Ouais, je fais mon travail. Et ensuite, au niveau de ton évolution dans la cuisine, comment ça Alors, mon évolution dans la cuisine, ça m'a aidé à évoluer, forcément, parce que c'est une nouvelle expérience dans une cuisine, dans une grande brigade, avec des gens qui ont de l'expérience, avec des chefs qui sont là, qui t'accompagnent, etc. Mais j'ai surtout évolué humainement et, comment dire, là-bas, j'ai beaucoup voyagé. C'est-à-dire que j'en ai profité pour être sur place, pour aller à New York, pour aller au Mexique, pour aller à Las Vegas, pour aller, tu vois, Miami, je l'ai fait plusieurs fois, je vivais à côté, enfin, j'ai voyagé, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis parti à l'aventure, j'ai fait le Grand Canyon, j'ai fait Monument Valley, j'ai vu tellement de choses, mec, ça a été une évolution professionnelle, mais ça a surtout été une évolution personnelle. Ouais. Donc là, on est à une partie de ta vie où t'as une vingtaine d'années. Alors non, là, je suis parti aux États-Unis, j'avais 24 ans. 24. Ouais, ok. Ouais. 24 ans, et donc je suis revenu, j'avais 25 ans et demi, tu vois, à peu près. Ok. Après ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Après ça, je reviens des États-Unis, donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma famille, je profite un peu et tout, et je retrouve du travail très rapidement à La Cigale à Nantes, une grande brasserie style parisienne, pour ceux qui connaissent. Et j'ai un poste de premier chef de partie, donc juste en dessous du second. Ok. Et le chef là-bas était un ancien de chez Bocuse. D'accord. Donc, les chefs avec qui j'ai travaillé chez Bocuse aux États-Unis connaissaient le chef de Nantes, en fait, du restaurant où j'étais à Nantes. Okay. Donc les connexions se sont faites. J'ai été premier chef de partie, j'ai passé quelques années là-bas à prendre de l'expérience à La Cigale, et puis après, on m'a offert mon premier poste de chef de cuisine. C'est une amie qui m'a pistonné pour partir en Corse. Donc je suis allé en Corse pour prendre mon premier poste de chef de cuisine. Ça a été une très belle aventure, ça a été difficile au début, mais j'ai relevé le défi, j'ai fait le job, et voilà, tout s'est bien passé, quoi. Ouais, parce que généralement, comme tu disais juste avant, quand tu arrives en cuisine, il y a toujours, je pense un peu comme partout, cette phase de test où on voit si t'es vraiment à niveau, où il y a un peu le bizutage, tu vois, genre un peu, Le test de la part de tout le monde, hein, de la part du patron, qui veut voir si forcément il a choisi le bon soldat pour remplir cette mission, et si forcément le salaire qu'il va me donner va être à la hauteur de mon travail, tu vois. Et il y a le test aussi de l'équipe. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, il y avait eu un chef qui était là, et qui a foutu le bordel financièrement, qui a mal géré ses cartes, qui a mal géré le money management, etc. du restaurant. Et moi, on m'a appelé pour pouvoir relever le niveau et rattraper la merde, en fait, que le chef, il avait fait. Ah ouais. Donc je suis arrivé, le chef était plus là, donc il avait été licencié, et moi je suis arrivé dans une équipe qui était déjà dans le rush, qui était déjà dans le bouillon en fait de la saison, etc. Et j'ai dû prendre cette équipe en main, tu vois. Et forcément ils m'ont testé, ils voulaient savoir si j'avais les capacités de manager, si j'étais assez bon en cuisine, si j'avais les épaules assez larges pour pouvoir les diriger, tu vois. À l'époque c'était une équipe de 12 personnes. Ah ouais. Donc 12 personnes, tout le monde compris, hein, des plongeurs jusqu'au chef de partie, jusqu'aux secondes cuisines, etc. Tu vois, au pâtissier et tout. Ah ouais. Ok. Mais t'as réussi, t'as relevé le défi. Ils ont fini par te faire confiance et. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, je suis resté 2 ans là-bas. 2 ans en Corse. Ouais. 2 ans en Corse, et ça a été une incroyable aventure parce que la Corse, voilà, moi qui aime voyager, j'étais sur l'île de Beauté, tu vois, et elle porte bien son nom. Donc j'ai pris du plaisir professionnellement, j'ai encore pris du plaisir personnellement. J'ai découvert une culture, les Corses, qui sont vraiment une culture à part. Hein, tu vois, ils sont très fraternels, très solidaires. Ils aiment leur île, etc. Donc ils m'ont appris des valeurs, ils m'ont appris beaucoup de choses, tu vois. Et ça a été une très très belle aventure. Ouais. Ok, à la Corse, il faudrait que j'aille faire un tour aussi. De toute façon, là, je vais commencer à voyager dans tous les cas. Donc ça va vite se rajouter à ma wishlist. Ok, donc après, tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite après donc la Corse?
Ensuite, la Corse. Écoute, j'avais aussi pour rêve l'Australie. L'Australie, c'était aussi sur ma wishlist. Tu vois, c'est un peu comme les États-Unis. Le rêve américain, l'Australie, le rêve australien. Je voulais aller voir les kangourous. Je rigole, mais voilà, c'est un peu cette image qu'on a de l'Australie, tu vois. Et je me dis, tu sais quoi, il faut que j'essaye de partir là-bas. Et donc, je mets tout en place, en fait, pour partir en Australie et je trouve un job, etc. Et le job que je trouve là-bas me va pas du tout. En fait, l'employeur m'avait promis de me payer mon visa, etc., machin. Alors qu'en fait, il a essayé de me la mettre à l'envers, tu vois. Ouais. Donc, j'ai démissionné de ce travail. Enfin, j'ai pas vraiment démissionné parce qu'il n'y avait pas vraiment de contrat. Et j'ai postulé, en étant audacieux, j'ai postulé dans un restaurant qui était pas très loin, mais c'était genre le plus grand restaurant de la région, tu vois, genre un 2 étoiles Michelin. Et je postule. Et là, on me propose une place de chef pâtissier. Et on me dit, si tu prends ce poste, aujourd'hui, nous, on est classé 25e meilleur restaurant du monde. Si tu prends ce poste, il faut que dans 1 an ou dans 2 ans, on est augmenté au classement. Parce que dans ce restaurant, la seule lacune qu'on a, c'est la pâtisserie. Tu vois, en fait, ils avaient un chef pâtissier qui était là depuis l'ouverture, qui avait jamais vraiment évolué parce qu'il a jamais bougé, il a jamais pris d'expérience ailleurs. Donc, il faisait des créations, il faisait de la pâtisserie. Mais ces pâtisseries restaient toujours les mêmes. Pendant que tout le reste de la cuisine évoluait, la pâtisserie, elle n'évoluait pas. Okay. Donc, moi, on m'a dit, le pâtissier, là, il a donné sa lettre de démission, il va partir. Nous, on recherche un chef pâtissier. Est-ce que tu es prêt à relever ce challenge? Est-ce que tu veux être chef pâtissier et est-ce que tu veux nous aider à augmenter dans le classement des meilleurs restaurants du monde, tu vois. Donc quand je suis arrivé, on était 25e et après 2 ans de travail, on était 14e meilleur restaurant du monde. Oh là 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 là. Ouais. Pas mal du tout. Ouais. Je te montrerai des photos des créations, des assiettes que j'ai pu faire pendant ces 2 ans et j'ai beaucoup travaillé, il y avait eu beaucoup de recherche et de développement sur les textures, sur les couleurs, sur tout plein de choses, tu vois. Ouais, de toute façon, je les mettrai dans la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est incroyable, donc de 25 à 14e en l'espace de 2 ans, c'est incroyable. Ouais, et donc du coup, voilà, le processus, tu vois, de parler anglais et de pouvoir avoir accompli tout ça. Sans avoir pris la décision de partir et de sortir de ma zone de confort, j'aurais jamais pu faire tout ça, tu vois. J'aurais jamais pu accomplir ça. Ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué, effectivement. C'est en fait toute cette expérience, tout ce que tu as vécu, tout ce par quoi tu es passé, les expériences que tu as pris dans les différents, en Corse, à Liverpool, en Floride et tout. C'est ça qui t'a donné en fait ce truc-là, parce que l'ancien pâtissier qui était à ta place, il était peut-être pas mauvais, ou si mauvais que ça, mais en fait, il avait pas tout le bagage, en fait. Exactement. Il n'avait pas l'expérience de vie, il n'avait pas l'expérience professionnelle, il n'avait pas l'ouverture d'esprit, il n'avait pas la créativité parce qu'il n'avait pas vu grand-chose en fait. C'est normal, c'est pour ça que c'est important de voyager en réalité. Bien sûr. C'est important d'aller s'ouvrir et etc. Là, comme tu le sais, je compte partir et tout. Et je me dis, je pense que j'en ai réellement besoin et pas seulement en vacances. En fait, parce que quand on en parle, on se dit ouais, moi je suis allé en vacances là, mais c'est pas vraiment la même chose que d'habiter là-bas pendant 1 an, 6 mois, etc. Des choses comme ça. Quand t'es en vacances, tu fais le touriste, tu visites, tu profites un peu et tout, tu vois, tu chill. Mais quand tu vis dans un pays, t'es obligé de t'accoutumer aux lois, à la culture, t'es obligé de faire en fonction du climat, du pays, etc. Moi, quand je suis arrivé en Australie, mec, j'étais encore une nouvelle vie. Il faut savoir qu'en Australie, il y a les 3 araignées les plus dangereuses du monde. On a les serpents les plus dangereux du monde. Quand tu te balades dans l'Australie, tu vois des animaux et des insectes que t'as jamais vus de ta vie, mec. Moi, quand je sortais boire mon café le matin de ma maison, j'avais un jardin et tout. Il y avait 7 variétés de perroquets qui étaient sur mon gazon, tu vois. Moi, des perroquets, je l'envoie aux zoos. Là, ils étaient en liberté. Ils étaient là. C'était beau, c'était magique, tu vois. J'ai vu la veuve noire, tu vois, l'araignée qui te pique. Si elle te mord, en 5 minutes, t'es mort. Elle tue un adulte en 5 minutes. C'est-à-dire que t'as pas le temps d'appeler les secours, que t'es décédé, mec. Tu vois la dinguerie. Et en fait, à chaque fois que tu pars dans un pays, tu découvres un climat, une culture, une faune, une flore. Tout est différent, tu vois. Et ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit, ça te permet d'avoir une créativité, parce que même professionnellement, quand je suis arrivé dans le restaurant, j'ai travaillé des produits que j'avais jamais travaillé avant. Je travaille des fruits que j'ai jamais travaillé avant. J'ai travaillé des techniques de cuisine moléculaire ou de pâtisserie que j'avais jamais pu voir aux États-Unis, que j'avais jamais pu voir en Corse. C'est incroyable. Ok. Moi, je dis souvent qu'en fait, le voyage, c'est la plus belle école du monde. C'est-à-dire que on nous apprend des choses à l'école, on nous apprend la géographie, on nous apprend l'histoire, on nous apprend plein de choses, tu vois. Mais c'est sur papier, c'est sur bouquin ou c'est au tableau, tu vois. Mais partez voyager. Allez vivre ça.
allez vous imprégner des cultures, allez vous imprégner des différents mondes qu'il y a, tu vois. Et vous allez apprendre tellement plus de choses. Et tu grandis, que ce soit Et personnellement, professionnellement, Exactement. en fait. C'est incroyable. Mm. Ok. Et après, donc, ton passage en Australie, t'arrives à faire passer de 25 à 14, ça c'est vraiment incroyable. 14, dans le monde, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc là, tu réussis quand même un grand accomplissement. Est-ce qu'il y a eu je sais pas, une espèce de grosse fiesta ou un truc du genre? Enfin, Non. quelle a été la récompense de ça? La récompense? Ouais. Une grande leçon de vie. Parce qu'en fait, pour arriver à ce résultat, mec, je travaillais entre 16 et 18 heures par jour pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis arrivé à un burn-out, en fait. C'est-à-dire que psychologiquement, j'étais encore fort, j'étais encore le Spartiate, j'étais encore le mec qui en voulait plus, tu vois. Mais physiquement parlant, mon corps, il disait stop. Tu vois. Donc en fait, il a fallu que je rentre en France, que je prenne soin de moi, que je retourne voir ma famille, que j'avais pas vue pendant 4 ans. Ouais, c'est ça la récompense. Mais en fait, c'est une récompense, Duvan. Tu sais pourquoi? Parce que tu as atteint des limites que tu n'avais jamais atteintes avant. Et en fait, ces limites, elles t'apprennent quelque chose sur toi, en fait. Tu te découvres, en fait. Tu te dis, OK, je pensais être invincible. En fait, je le suis pas. Ouais. Et ça te permet d'être encore plus fort. Ouais. Et de pas recommencer plus tard, tu vois. Bah, même aussi dans l'autre sens, dans le sens où, en fait, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, mais Oui. j'ai été capable. Oui, en fait. j'ai été capable. J'ai été capable. Ok. C'est important, effectivement, d'aller rechercher à pousser ses limites comme ça. Tu sais, parce qu'en plus, aujourd'hui, quand j'y pense, il y a pas mal de choses qui reviennent par rapport au burn-out, tu vois. Depuis quelques années, tout le monde est, j'ai l'impression, quand tu regardes les réseaux, tout le monde est en burn-out. Tout le monde est en dépression, etc. Bon, après, je pense que c'est un symptôme de la société d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais je me dis, mais au final, peut-être que dans ton histoire, quand tu nous racontes, bah, en fait, ça peut peut-être faire comprendre aux gens qui nous regardent que, bah, aller chercher aussi à se dépasser, à se surpasser, ça peut être aussi une récompense. Parce que il faut pas le voir forcément comme quelque chose de négatif en soi. Comme on se le disait tout à l'heure, bah, en fait, c'est comment tu réagis après chaque coup dur qui est important, en fait, qui est réellement intéressant. Et les burn-out, ça peut sembler mauvais, mais là, maintenant, quand tu me le racontes comme ça, et je pense que d'autres personnes vont pouvoir le voir aussi comme ça, bah, en fait, ça peut être une récompense en se disant, bah, en fait, je suis allé à telle limite de moi-même. Bon, au bout d'un moment, il faut se reposer, hein. Oui, bien sûr. Mais je suis allé à telle limite de moi-même, je pensais même pas que j'étais possible, mais waouh, tout le travail que j'ai accompli. Donc, en fait, je peux faire encore plus. Je suis capable de faire ce genre de truc, en fait. Ouais. Je pense que c'est très important d'en prendre conscience. Et donc, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien ça, Ouais. ce truc-là. Mais ouais, comme on le disait tout à l'heure, chaque expérience négative, chaque coup dur que vous avez dans la vie, franchement, vous devez en tirer quelque chose de positif. Essayez de trouver ce positif dans ce négatif. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif, forcément. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et donc après l'Australie, qu'est-ce que tu fais après l'Australie? Du coup, après l'Australie, je rentre en France, je commence à prendre du repos. Je fais une espèce d'introspection sur moi-même, parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai vu ma mère, j'ai vu mes sœurs, j'ai pris du repos. Ma mère, elle avait une espèce de petit chalet, un petit Airbnb qu'elle avait, tu vois, donc elle avait bloqué les réservations. Et j'ai été faire ce qu'on appelle une retraite. Ouais. Donc je suis allé dans cette maison pendant quelques mois où j'ai été seul avec moi-même. J'ai appris à jouer de la guitare. C'est là que j'ai appris à méditer. C'est de là que je te parlais de la méditation, tu vois. D'accord. Ouais. J'ai appris à me retrouver avec moi pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi j'avais dépassé mes limites, pourquoi il fallait pas recommencer. Et j'ai fait une espèce de retraite, tu vois, de repos, en fait, pendant 3 ou 4 mois. Ok. Ok. Pas mal. Donc là, c'est là où tu as pu recharger les batteries. Exactement. Reprendre poil de la bête, une introspection. Et là, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, en fait? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se te passe dans la tête? Comment... Je me dis, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est la question que j'allais poser. Ouais. Est-ce que je veux retourner en restauration? Est-ce que ce métier m'a pas détruit? J'ai eu des problèmes de santé, hein. Je veux pas exagérer, mais j'étais en train de mourir, en fait. Donc je me dis, est-ce que je veux retourner là-dedans? Est-ce que c'est encore fait pour moi? Est-ce que j'ai pas envie de changer de voie? Il y a eu une remise en question. Je savais pas vraiment où j'en étais encore. J'avais pris du repos, mais il fallait que je reprenne une direction. Il fallait que je retrouve des objectifs, tu vois. Parce que voilà, comme j'aime bien le dire, un homme sans objectif, c'est un chien sans maître. Après, à ce moment-là, j'avais pas d'objectif, donc j'avais pas envie de me surpasser, j'avais pas envie d'avancer. Et comme le destin il est bien fait, j'ai une amie à moi qui m'appelle et qui me dit: j'ouvre mon restaurant et comme je te l'ai promis il y a 10 ans, je veux que tu sois mon chef de cuisine et je veux qu'on aille chercher les étoiles au guide Michelin.
Ah ouais. Je veux qu'on aille exploser les scores. Je veux que tu montres de quoi tu es capable en cuisine. Je veux que le monde puisse te connaître. Ok, là, nouveau challenge. Et nouveau challenge. Donc, nouvel objectif. Nouvel objectif. Donc, let's go, tu vois. Tu et le moi, relèves et... je le relève. Je fais l'ouverture de restaurant avec ses amis. Après 3 ans de travail, on a été contacté par le guide Michelin. On a été contacté par le Goemio, qui sont les 2 plus grands guides du monde. Hein. Mais c'est la période Covid. Ah merde. Eh ouais, mec. C'est la période Covid. Ah, Les restaurants fermés. Les restaurants fermés et tout. Exactement. Et je me retrouve en France à pas vouloir me faire vacciner, comme certains d'entre nous. Ouais. Et ma femme, pareil. Ma femme ne voulait pas se faire vacciner. Et puis, on perd tous les deux notre travail. Ça, c'était 2020. T'avais combien là? Trentaine déjà? Ouais, j'avais 34, 35. Ouais. 34, 35. Boum. Covid. C'est dur. Donc, ouais, c'est dur pour le resto. Puis ma femme est infirmière et en France, à partir du moment où tu voulais pas te faire vacciner dans le domaine hospitalier, c'était out, tu vois. Donc, elle s'est fait licencier. Moi, j'ai perdu mon travail. On avait des factures à payer, comme tout le monde, tu vois. Putain, mais comment tu réponds à ça, en fait? Ça doit être chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Moi, je vois dans cette galère une autre opportunité. Ok, direct. Tu te dis, ok. Ouais, là, je me dis, là, c'est un signe, en fait. C'est un signe, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ma femme a un travail, elle vient de le perdre. J'ai un travail, je viens de le perdre. Et c'est indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que j'ai pas choisi cette situation. On m'a enlevé mon boulot, on m'a enlevé le boulot de ma femme. Mais pourtant, les factures, elles sont toujours là, mec. Il faut toujours que je remplisse le frigo. Partir, hein. Tu vois, le loyer, le téléphone, enfin, tu vois, faut manger, tu vois, et tu peux pas. Et moi, je vois dans ce chaos, en fait, parce que ça nous tombe dessus comme ça, hein. C'est tombé, le Covid est tombé sur les gens, comme ça, du jour au lendemain, quoi. C'est bonjour, Covid, allez, tout le monde à la maison, tout le monde enfermé. Quelle période de merde, tu vois. Vous êtes tous confinés, etc. Et moi, je me dis, ok, vous m'avez enlevé mon argent, vous m'avez enlevé mon gagne-pain, j'ai une femme, je dois assumer cette responsabilité, et je vais pas me laisser faire. Et c'est là que je me lance dans la crypto-monnaie. Ah là là. Parce que je recherche des opportunités. Ok. Je vois sur Internet comment faire un business, comment gagner de l'argent. Et je vois crypto-monnaie, je vois e-commerce, je vois influenceur, je vois plein de choses pour faire de l'argent. L'introduction que tu viens de nous faire là, et c'est là que je me lance dans la crypto-monnaie. Incroyable, j'ai trop aimé là, j'ai des petits frissons là. Ouais, c'est à ce moment-là effectivement que moi je me rappelle en plus, c'est marrant en plus que t'en parles parce que moi 2020 c'est exactement, moi j'avais commencé un peu avant, mais c'est là aussi que je suis rentré dans le monde du trading et de la crypto. Ouais. Donc quand je suis rentré dans IAM, tu vois. Ouais. J'étais rentré en 2019, moi, décembre 2019. Et je me dis, mais incroyable. Donc ça veut dire qu'au final, toi, tu découvres même un peu plus tard, quoi. Tu découvres vers mars, avril 2020 comme ça. Ouais, je suis arrivé dans le monde de la crypto à la moitié du bull run. C'est-à-dire que le bull run était déjà parti sans moi. Ok. Le Bitcoin était déjà à 55 000, tu vois. Ok. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième partie de sa vie. Et là, vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. Ouais. Donc là, tu perds ton taf, ta femme perd votre taf. Et comment vous faites déjà pour vivre? Parce que tout à l'heure, tu m'as expliqué. Donc, du coup, comment vous trouvez la solution? C'est quoi, du coup? Alors, la solution, c'était que déjà, j'avais un peu d'argent de côté. Donc ça va. J'avais eu la chance d'être dans un logement que je ne payais pas. Enfin, moi, mon logement, je le payais pas, mais ma femme, elle avait son logement qu'elle payait. Parce qu'on vivait séparément, tu vois. Ok. Donc, elle est venue et puis il fallait trouver des solutions. Donc moi, à ce moment-là, je vivais au Ménuire. C'est où ça? En Haute-Savoie, à côté de Val Thorens. Ok. Ok. Donc, j'étais à côté de la frontière suisse. Et du coup, je dis à ma femme, tu sais quoi, ce qui est en train de nous arriver, c'est une opportunité pour nous, pour changer de vie et pour améliorer notre vie, améliorer notre quotidien. Toi, comment tu vas changer de vie? Ma femme, que j'aime. Tu vas aller postuler en Suisse et tu vas aller trouver un travail d'infirmière en Suisse. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en 10 jours, elle a trouvé un boulot. Moi, de mon côté, j'attendais que ma femme s'implante en Suisse, qu'elle fasse son truc, tu vois. Et moi, je continue à me développer. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des formations, crypto-monnaie, trading, développement personnel, formation langage corporel, formation marketing de réseau, formation réseaux sociaux. Mec, j'ai bouffé de la formation comme jamais. À ce moment-là, tu travaillais encore en même temps? Non. T'étais dans quelle situation là, à ce moment? Au chômage? Non, j'avais pas le droit au chômage parce que je revenais d'Australie. Ah ouais. Et donc, vu que je revenais d'Australie, ça faisait 4 ans que j'étais en Australie, j'avais pas travaillé assez pour avoir le droit aux cotisations, pour avoir le droit au chômage. Okay. J'avais commencé à faire le job, etc., le restaurant, mais si tu veux, j'avais pas cumulé assez d'heures. D'accord. C'était, ouais, vu qu'en restauration, on déclare pas toutes les heures qu'on fait, j'avais beaucoup travaillé. Sur le papier, j'avais pas travaillé, en fait. Je faisais juste mes heures. Alors que pourtant, j'étais le double en cuisine. Ouais. Et en fait, du coup, tu vivais sur tes économies. Quand t'étais là-bas, tu vivais, donc tu faisais de la formation, etc. C'est comme moi. Genre, je suis arrivé sur Paris, je vivais aussi sur mes économies. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu prends plusieurs mois
Ouais. Formation Ouais, pendant que ta femme, elle je est... prends plusieurs mois de formation, mais j'ai eu une vraie passion pour la crypto-monnaie et le trading. Ok. C'est-à-dire que je me suis mis dedans, j'ai kiffé, T'as mec. kiffé J'ai direct. kiffé direct. Le monde, hein, pas forcément parce que ça tournait autour de l'argent, Ouais, mais non, c'est... juste Je comprends. l'écosystème blockchain, cette nouvelle technologie, le Bitcoin, son histoire, etc. Tu vois, j'ai kiffé, quoi. Ouais, l'opportunité que ça donnait et surtout, bah, effectivement, je vois ce que tu veux dire, ce côté un peu où on décentralise l'argent, il n'est plus contrôlé par les banques, etc. Exactement. Vraiment tout. Ok. Et vu que le gouvernement m'avait enlevé mon travail, eh ben, j'étais en face de moi, il y avait le Bitcoin, Ouais. qui est la monnaie du peuple, qui est pas contrôlée par les banques ni les gouvernements. Et derrière, je me suis reconnu dans le Bitcoin, tu vois. Ouais, exactement. Tu ouais. vois, et je me suis dit, ok, lui c'est mon pote. C'est mon photo, lui. Lui c'est mon pote. Et donc je l'ai étudié. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, pourquoi ça avait été créé, pourquoi c'était monté à 50 000 $ alors que il y a 10 ans en arrière c'était à 1 $, pourquoi c'était valorisé. Ok. Est-ce que tu peux rapidement, du coup, pour ceux qui nous regardent là aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi le Bitcoin? Parce que je pense pas que toutes les personnes qui regardent là aujourd'hui, qui vont regarder le podcast, vont comprendre, vont savoir, avec des mots simples, que toi tu pourrais vraiment très rapidement, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est une monnaie d'échange qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde en même temps. C'est-à-dire que si je veux envoyer $1 million aujourd'hui à toi, je le fais là maintenant. Je te fais un transfert et tu as la valorisation $1 million qui arrive sur ton portefeuille là dans pas longtemps, tu vois. Et tu vas payer quelques frais, etc. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez transférer $1 million, il va falloir signer des justificatifs, il va falloir expliquer d'où vient l'argent, il va falloir... tu vois, les banques, elles veulent savoir. Les banques, elles veulent contrôler. Elles veulent contrôler l'argent. Normal, c'est elles qui la fabriquent. Mais là, aujourd'hui, si je veux transférer $1 million en crypto-monnaie, je peux le faire. Ouais, sans t'as besoin de demander à personne. Et si je veux le faire alors que tu es aux États-Unis, je peux le faire. Tu vois, c'est pour le même prix. Et pour le même prix. C'est pas de la banque suisse jusqu'à Bank of America aux États-Unis. Bah, il va y avoir un taux de change, il va y avoir des frais en fonction du montant, etc. Là, je t'envoie $1 million, je vais payer les mêmes frais que si j'envoyais $100 et t'as ton argent dans la demi-heure, tu vois. Ouais, incroyable. Ok, mais du coup, il y a peut-être des personnes qui pourraient se dire, mais du coup, ça sert à quoi? Du coup, pourquoi j'investirais dans du Bitcoin? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour avoir un petit peu ce côté rebelle, tu vois, ce côté où j'en ai marre qu'on me contrôle, j'en ai marre que les gouvernements me disent de travailler ou pas travailler, j'en ai marre que les banques me demandent un justificatif quand je veux retirer 300 €. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Juste déjà par principe de rébellion ou pour être autonome. Autonome, ouais, par rapport à ton argent. Par rapport à ton argent, tu vois. Mais aujourd'hui, le Bitcoin, c'est plus que ça. C'est devenu une monnaie numérique refuge, tout comme l'or. Parce que cette monnaie, elle est déflationniste. Il n'y a que 21 millions de tokens et il n'y en aura pas plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer plus de Bitcoin. Ouais. Alors que l'argent fiduciaer, on peut en imprimer. Les banques centrales, ouais. Exactement. C'est ça qui crée de l'inflation. C'est ça qui fout toute la merde, en fait. C'est parce qu'ils créent de l'argent de nulle part. Exactement. Et ils en font autant qu'ils veulent. Et... c'est pas une bonne chose parce que quelque chose qui est en quantité, perd de la valeur. Quand vous allez miner de l'or, vous minez de l'or. L'or, c'est de plus en plus rare. Il y en a de moins en moins sur Terre parce qu'il faut des millions d'années pour que l'or se forme, en fait. Ouais. Donc, on creuse, on récupère, on mine de l'or, mais il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus dur à trouver. Mais il y a toujours la même demande. On offre moins d'or, mais il y a toujours la même demande. Donc, son prix augmente. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Et le Bitcoin, le mécanisme du Bitcoin est basé sur la même chose. Sur le même principe. Sur le même principe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il y a des mineurs de Bitcoin, donc qui font fonctionner leur machine avec de la puissance de calcul pour valider la blockchain, la sécuriser. Et ces mineurs, eux, sont récompensés pour les remercier de leur travail, donc de faire fonctionner leur machine et d'utiliser de l'énergie pour ça. Ils sont récompensés en Bitcoin. Okay. Et après, ces Bitcoins, ils peuvent les revendre ou les garder sur le long terme, peu importe. Ok, pour pouvoir peut-être imager aux gens, c'est comme si en fait, nous, aujourd'hui, les personnes qui vont justement dans les mines aller avec leur tractopelle ou les trucs comme ça, miner de l'or, étaient payés en or en fait, directement. Exactement. Sauf que là, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ils sont pas payés en or. Ils sont payés en dollars. Ils sont payés en dollars et pour des miettes en plus de ça, Exactement. pour tout le travail qu'ils font. Mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Une dernière question, c'est comment moi je peux avoir confiance en ça, tu vois, parce que c'est virtuel. Moi, on me donne de l'argent, de l'euro, je peux le retirer. Pourquoi et comment je pourrais avoir confiance en ça? Tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, les institutions s'intéressent au Bitcoin. Certains gouvernements ont même légalisé le Bitcoin comme une monnaie légale.
comme le Salvador par exemple. Mmh. Donc en gros, au Salvador, le Bitcoin est une monnaie légale. Il existe aussi des façons de pouvoir retirer son argent. Ça veut dire que ok, c'est une monnaie virtuelle, c'est sur le réseau, mais ça vaut quelque chose, ça a de la valeur. Parce que nous, on a décidé que ça avait de la valeur. Parce que nous, on a décidé de... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme toutes les pièces de monnaie qu'on a aujourd'hui, l'euro, le dollar et peu importe tout le reste, hein, ça a de la valeur aujourd'hui parce que nous, êtres humains, enfin, le peuple n'a pas vraiment choisi, on nous l'a imposé, mais Oui. parce qu'on accorde de la valeur à ça. Et là, en fait, c'est la même chose qui se passe avec le Bitcoin. C'est parce Oui. que il y a des personnes, de plus en plus de personnes au fur et à mesure des années qui accordent de la valeur à ça. Exactement. Et donc, ça a de la valeur. Et donc ça a de la valeur, et vu qu'il y en a de moins en moins, qu'on peut en produire de moins en moins et qu'il y a plus de demandes, et pas forcément il prend de la valeur. Mais aujourd'hui, quand vous possédez un Bitcoin, si vous voulez retirer ce Bitcoin, vous pouvez le retirer. Il existe des processus pour récupérer cet argent Bitcoin en euros, en francs suisses ou en dollars, et faire le virement sur votre compte. Ouais. Parce qu'il y a de la valeur. Le Il y a- Bitcoin est capitalisé à 1000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que la totalité des Bitcoins en circulation aujourd'hui valent à eux tous 1000 milliards de dollars. Incroyable, incroyable. C'est la 8e capitalisation ou 7e capitalisation boursière la plus grosse du monde, en fait. Ok. Sauf Bon. que ce n'est pas une société. Sauf que c'est pas une société, sauf que c'est pas contrôlé, etc. Exactement. Ok, franchement, c'est très intéressant. Bah, du coup, on a fait le petit point sur le Bitcoin, donc j'espère que pour ceux qui connaissaient pas trop, vous êtes un peu plus éclaircis là-dessus. Maintenant, du coup, on continue sur ton histoire. Tu commences du coup à t'intéresser au BTC, ce monde-là. Ouais, l'écosystème crypto. Ok, comment ça se passe? Raconte-nous un peu du coup à partir de là jusqu'à maintenant, comment tu as fait pour arriver à te donner les moyens d'être aujourd'hui à presque 7 chiffres sur ton portefeuille crypto-monnaie. Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, des formations, ok? Parce que les formations gratuites que vous trouvez sur YouTube, si elles sont gratuites, c'est qu'elles n'ont aucune valeur à vous apporter, réellement. Vous allez pouvoir prendre 2-3 trucs. Il y a quand même des choses à prendre, tu vois, mais en soi, ce sont pas des vraies stratégies, ce sont pas du vrai mindset, ce sont pas des choses qui valent la peine d'être apprises, tu vois. Donc moi, voilà, comme je te l'ai dit, je me développe en formation, etc. J'apprends du trading, j'apprends la crypto-monnaie, j'apprends ce que c'est des altcoins, j'apprends ce que c'est le Bitcoin, j'apprends à étudier des projets dans la fondamentale, j'apprends à étudier des graphiques, donc la technique, j'apprends à trader et je fais en un an ce que j'aurais jamais fait dans toute une vie presque. C'est-à-dire que la première fois que je me suis lancé en crypto-monnaie, je sais pas si c'est de la chance ou pas, je ne pense pas parce que j'ai beaucoup travaillé, tu vois. Mais je pars d'avoir perdu mon travail à me former et à faire 6 chiffres. En un an. En un an. Punaise. En un an et demi, tu vois. 6 ouais. chiffres. Incroyable. Ouais. Et là, pour moi, Incroyable. c'est waouh. C'est la conviction que ça fonctionne, Ouais. que le travail paye, que la persévérance paye, que dans chaque moment difficile de la vie, il y a une opportunité, tu vois. Parce que quelques mois avant, on m'enlevait mon travail et celui de ma femme. Ouais. Quelques mois après, j'étais passé 6 chiffres en crypto-monnaie, tu vois. Truc de fou. Ouais. Et dans tout ce processus-là, est-ce que tu as une anecdote justement en crypto sur ton parcours? Parce que hier, tu nous avais raconté, voilà, tu savais pas quand couper, quand tel trade. Est-ce que tu as une petite anecdote pour nos abonnés sur la crypto, sur ton parcours, de comment en fait tu as fait pour en arriver là et où pendant le processus, tu as sûrement dû douter à un moment donné. Ouais. Tu as douté, surtout sur le monde de la crypto, c'est très volatile. Mhm. Comment déjà, dans un premier temps, tu as réussi à passer au-delà de tout ça et à garder vraiment Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu as dit 6 chiffres, donc ça fait beaucoup d'argent. Pour moi, c'était énorme. Faut savoir que quand j'étais salarié et que j'étais chef de cuisine en France, je ramassais 20 000 euros par an À l'année, ouais. à l'année. Mm. Là, en un an et demi, j'avais fait 50 salaires. En un an et demi. C'était juste, pour moi, incroyable. Pour moi, j'étais riche. J'étais en train de devenir riche, en fait, tu vois. Donc, alors, petite anecdote, entourez-vous des bonnes personnes. Hum. Votre entourage fera en sorte que vous réussissiez. C'est très important. Quand je vous dis c'est très important, ça a été un pilier pour moi. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire, tu vois, c'est ma femme, par exemple. Ouais, Comme je te l'ai expliqué, j'ai fait du trading et j'ai gagné beaucoup d'argent en trading. ouais. Ok, il y avait des moments de doute. Il y avait des moments où je faisais tellement d'argent sur un trade que je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais le couper. J'avais break-even, etc. Et il y avait ce pilier. Break-even, pour les gens qui ne savent pas, Ouais. c'est mettre la limite de perte au-dessus de là où on est rentré en position pour pouvoir protéger en positif sa position. Voilà, ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai ma femme qui est là, tu vois. Et qui, elle, est complètement détachée émotionnellement de la crypto, ouais. du trading, de ce que j'entreprends, en fait. Mm. Et j'en parle un petit peu avec elle pour qu'elle puisse voir quand même mon évolution là-dedans et tout. Et puis, elle a été un petit peu cette sérénité, tu vois. Elle m'a aidé, mine de rien, elle m'a aidé dans mes prises de décision, tu vois. Quand je me couche le soir et que j'ai 9000 sur un compte de trading, sur une seule position. Une seule position, 9000. Et que j'ai break-even
Donc, j'ai sécurisé ma position à 2000. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je gagne 2000 balles, tu vois. Ouais, même si ça se retourne. Même si ça se retourne, je gagne 2000 balles. Et là, je break even et je suis dans mon lit avec 9000. Putain, 9000, mec. C'est 4 mois de salaire pour moi, tu vois. Et là, je lui demande et je dis, écoute, je fais quoi? Elle me dit, mais t'as sécurisé, tu vois? Je fais, ouais, j'ai sécurisé. Elle me fait, bah, rendors-toi. Qu'est-ce que tu t'en fous? Dans tous les cas, t'as gagné de l'argent. Donc, rendors-toi. Peut-être que demain, t'auras une belle surprise, tu vois. Je m'endors. Je me réveille. 15 000. Et les 9000 étaient passés à 15 000. Ouais. Et là, du coup, je coupe, tu vois. Je prends mes profits. Direct, C'est ouais. bon. Là, émotionnellement, c'était trop pour moi. Mm. Allez, c'est bon. Je prends, faut que je souffle maintenant, tu vois. Parce que le trading, c'est énergivore. Surtout quand tu fais du swing comme ça, tu vois. C'est des trades qui durent des jours, des semaines. C'est énergivore. Tu regardes ta position régulièrement. Voilà, t'as quand même ce stress, tu vois. Un jour, t'es à 1000. Le lendemain, t'es à 500. Ouais, l'autre, après, t'es à 10 000. Après, ouais. t'es retourné à 600. C'est ça. Donc, ouais, c'est le yo-yo émotionnel. Ouais. Donc, ouais, l'anecdote, c'est entourez-vous des bonnes personnes. J'ai eu un bon environnement. J'ai eu des collaborateurs qui sont toujours mes collaborateurs aujourd'hui, qui m'ont beaucoup aidé dans ce développement, avec qui on a fait des masterminds, qu'on faisait des zooms d'équipe pour pouvoir justement parler de ça, parler de mindset, pour partager les expériences. Parce que voilà, quand tu partages l'expérience de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, il apprend des choses. Il apprend, ouais. Tu vois, tu apprends des autres. Tu vas apprendre de l'information et tu vas voir que lui, il a vécu son trade de cette façon, alors que moi, je l'ai vécu de cette façon et que la troisième personne va le vivre d'une autre façon. Et on fait du mastermind, on s'appelle régulièrement et on s'entraide et on fortifie nos émotions, on fortifie notre mindset et on n'arrête pas d'évoluer. Ok. Et donc là, on est dans le présent. C'est toi, Johan, avec une ledger à presque 7 chiffres. Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Quels sont tes objectifs maintenant? Qu'est-ce que tu développes actuellement voilà, par rapport à tout ce qui est crypto? Alors, ouais, par rapport à tout ce qui est crypto, bah, aujourd'hui, j'ai aussi développé ma propre formation. Ok, je mettrai le lien. Ouais. Parce que, tout simplement, comme je vous le disais, l'entourage est important. C'est-à-dire que j'ai réussi en crypto-monnaie. J'ai fait 6 chiffres en crypto-monnaie la première année. Et j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, écoute, t'as des résultats de ouf, mec. Pourquoi tu n'essaierais pas de faire une formation et d'accompagner des gens, en fait? De leur donner ton expérience et ton savoir pour que eux aussi ils aient la chance de pouvoir gagner de l'argent ou même juste apprendre des choses, tu vois. Et là, je lance une formation sur Telegram et puis voilà. Et puis, j'ai une belle communauté aujourd'hui. Ok, ouais, ça commence tout doucement. Ouais, tout doucement à apprendre, tu vois. Et j'ai aujourd'hui des gens qui sont dans ce groupe depuis 3-4 ans. Parce que ce groupe a été créé très tôt. Ouais. La formation est venue après. Et j'ai continué à la faire évoluer jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Donc, j'ai des gens qui sont avec moi depuis longtemps. J'en ai d'autres qui sont arrivés il y a 1 an et demi, 2 ans. J'en ai d'autres qui sont arrivés il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois. J'ai toujours des élèves qui rentrent de temps en temps comme ça. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui sont avec moi depuis plusieurs mois ont des résultats. Ouais. Okay, les gens qui sont arrivés il y a 2 semaines, le temps qu'ils se forment, le temps qu'ils comprennent comment ça fonctionne, la crypto-monnaie, c'est normal qu'ils aient pas encore de résultats, mais ils ont un pied dans l'investissement. Ouais. Je les ai accompagnés dans leur premier investissement et je leur ai expliqué les stratégies à adopter et le mindset à avoir. Et dans cette formation, je publie tous les jours, du mindset, de l'étude de marché. Il y a vraiment une communauté, vraiment ouais, suivie, elle est vraiment active, tu vois. En tout cas, je fais de mon mieux chaque jour pour leur apporter de la plus-value, pour leur apporter de la bienveillance. C'est-à-dire que quand le Bitcoin retrace de 10%, et que les altcoins retracent de 15-20%, eux, ils sont nouveaux. Leurs émotions, elles sont, tu vois, c'est waouh. C'est fébrile. C'est fébrile, tu vois. Moi, je suis déjà passé par là. Ouais. Donc, je connais le processus, en fait. Et je sais ce que eux, ils ressentent. Donc, moi, je peux faire, OK, les gars, regardez, aujourd'hui, Bitcoin, il a fait moins 5%. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Vous inquiétez pas. Vous allez voir. Ça va bien se passer. Ça doit être rassurant. Ouais, je vous accompagne, on met la stratégie en place. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ce groupe, il est là pour ça. Il y a des membres qui sont là, qui sont formés, qui peuvent vous aider, qui peuvent répondre à vos questions. En fait, j'essaie de créer une synergie d'un cerveau collectif qui peut juste tirer chaque élève vers le haut. Tout le monde a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et vu que j'ai une communauté qui grandit avec des compétences différentes, on a tous des compétences qu'on peut mettre en place pour aider ce groupe, en fait. C'est-à-dire que dans ma formation, là, dans mon groupe, j'ai un comptable. Moi, je suis pas comptable. C'est pas mon métier. Lui, il est comptable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fichier Excel. Paf, pour l'équipe. Et il l'a publié. Et tout le monde a accès à ça. Incroyable. J'ai des traders certifiés. Et dans ces traders certifiés, paf, il complète les choses. Il envoie de l'information, il envoie du mindset. Et il aide toute la communauté à grandir, en fait. Et c'est juste génial, tu vois. Ce groupe, il est incroyable. Il est incroyable. C'est une très très belle aventure. Ok, de toute manière, je mettrai tout le nécessaire dans la description, tout ce qui est témoignages, etc., que les personnes ont pu t'envoyer, parce que tu m'as dit que tu en avais eu des témoignages. Vas-y, raconte-nous au moins
Ouais, alors c'est toujours très gratifiant de voir que quand on travaille dur pour être bienveillant et pour aider les gens autour de soi, il y a un moment où l'univers te le renvoie, tu vois. Moi, je me réveille un matin à 8h et puis je reçois un message sur Messenger et le mec, il a pris le temps d'écrire un pavé. Mec, je suis content que le destin t'ait mis sur ma route. Tu as changé ma vie radicalement. Je t'aime. Je le fais un peu plus simple, tu vois. Mais en gros, ça voulait dire ça. Wow. Mec, j'étais dans le lit, j'étais là. C'est moi qui ai eu cet impact sur lui, comme ça. Ouais. Et c'est juste ouf, mec. Et ça devient, presque une drogue, en fait, de vouloir aider son prochain. Parce que moi, j'ai connu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans mon parcours, mais j'ai connu la rue un peu. Ouais, t'as connu la misère et tout. Ouais. Ça n'a pas été long dans mon parcours, mais j'ai connu des moments, voilà, quand j'étais jeune, ça a été vraiment galère. Et je me dis qu'on m'a donné la chance à Liverpool d'évoluer. Des gens, ils ont été bienveillants avec moi. On m'a donné ma chance aux États-Unis. On m'a donné ma chance ici, là-bas, là-bas, là-bas. Et donc, moi, je veux donner la chance aux autres de réussir aussi. Et quand je les accompagne dans cette formation, parce que cette formation, c'est pas juste une formation crypto-monnaie. En soi, c'est une formation crypto-monnaie, mais c'est aussi une formation de vie et de partage d'expérience. Parce qu'il y a du mindset, parce qu'il y a toute expérience de vie toute l'expérience de vie que moi, je peux accompagner les gens, tu vois, dans ça. Ok. Et je reçois ce genre de messages, j'en ai reçu quelques-uns comme ça, tu vois. Et là encore, hier, en venant sur Paris, j'ai un de mes secondes cuisines qui m'envoie un message vocal et qui me dit mec, j'ai mon premier poste de chef. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Parce que là, je vais prendre mon premier poste de chef de cuisine, tu vois. Et là, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, fais ça, sois comme ça. Il faut que tu te tiennes à ça et tout. Et lis, en fait, les conseils que je te donne, tu les lis tous les matins pour les imprégner. Ouais. Et après, ça devrait bien se passer. Ok. Wow. Tu vois. Et je sais que dans 6 mois ou 1 an, il va me renvoyer un message en me disant merci de m'avoir aidé. Regarde, j'y suis arrivé, tu vois. Incroyable. Ok. Ouais. Franchement, t'as un parcours incroyable, hyper inspirant. De cancre à l'école à chef de cuisine étoilé. T'as même eu des rubriques, des trucs dans des journaux. Ouais, des magazines, des magazines, etc. Je mettrai aussi à l'écran. Ouais, je suis passé dans plusieurs magazines, voilà, où on m'a interviewé aussi. Moi, c'était pas une interview vidéo, mais c'était une interview papier. Donc, un journaliste est venu. Presse et tout. Exactement, presse. Donc, il m'a demandé mon parcours, etc. Et puis voilà, il a fait un double page en fait dans un magazine, tu vois. Et j'ai dû faire 3-4 magazines comme ça. Ok, waouh. Et donc après, boum, le Covid, tu dois te remettre, la crypto, tu réussis en crypto, mais en fait, ton parcours, c'est continuellement ça. Quand on regarde bien, c'est je tombe, je me relève encore plus fort, je tombe, je me relève encore plus fort, je tombe, je me relève encore plus fort. C'est un truc de ouf. Ok, bah en tout cas, pour ton parcours, c'est incroyable. Là, il nous reste un peu de temps. Donc, on va passer aux questions vraiment là, interview, tout ça. Ouais. En observant le toi d'aujourd'hui et le toi d'il y a quelques années quand tu as commencé, qu'est-ce qui est différent? Sur quoi tu t'es vu évoluer? Absolument tout. Absolument tout. Si tu devais donner un point vraiment où tu t'es dit avant, sur ça, j'étais une grosse merde et maintenant, là-dessus, bah, j'ai grave évolué, j'ai bien changé. La confiance en moi. Ok. Parce que quand t'es à l'école et que t'es un cancre, tu subis le regard des autres élèves, tu vois. Quand t'es le dernier de la classe et que t'es au fond de la classe et que t'as des mauvaises notes, tout le monde te rit au nez, tout le monde dit que voilà. Après, c'est des enfants. Les enfants sont innocents, sont inconscients. Ils se rendent pas compte de la méchanceté, tu vois. Et donc, en fait, ça a cassé la confiance que j'avais en moi. Quand j'étais jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. À l'âge de 16 ans, j'avais pas du tout confiance en moi, mec. À l'âge de 18 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. C'était compliqué pour moi pour aborder une nana, pour lui faire comprendre qu'elle me plaît, ce genre de choses. Pas du tout confiance en moi. J'avais un physique qui était pas du tout attirant. Tu vois. Ouais. Donc en fait, la plus grosse évolution qu'il y a eu, c'était cette confiance en moi que j'ai acquise par l'expérience de vie, par mes voyages, par la prise de décision, par la persévérance. Voilà, à chaque fois qu'il y avait un coup dur, et bah, ça m'a fortifié et ça me dit, ok, j'ai eu le coup dur, j'y suis arrivé, et du coup, plus de confiance. En mode, voilà, j'assure en fait, j'y arrive. Ok, lourd. C'est vraiment incroyable. Et dans l'entrepreneuriat, tu vois, on entend souvent l'importance des routines. Donc, avoir une routine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'est réellement important? Et est-ce que tu en as une? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. La routine, c'est les petites choses de la vie qui vont vous faire grandir. D'accord? C'est-à-dire que si vous mettez en place quelque chose tous les jours et que vous le répétez tous les jours, ça devient une habitude. Et une habitude, c'est quelque chose qui vous permettra juste d'évoluer sans même vous en apercevoir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pratique la méditation. La méditation fait partie de mon quotidien. J'ai besoin de ce moment à moi pour me retrouver avec moi-même, pour me parler avec moi-même, pour avoir un repos psychologique et un repos physique. Même si ça dure que 10 ou 15 minutes, c'est quotidien. Il faut méditer. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait partie de cette routine qui est devenue comme une drogue un peu, tu vois. J'ai besoin de mon moment à moi tous les jours. Ok. Absolument tous les jours. Donc, les matins, tu te lèves,
Petit café. Ouais, café, je regarde les news crypto, je regarde mes graphiques, je surveille mes investissements, je réponds à l'équipe tout en prenant mon café. Ensuite, douche, donc je me prépare. Et après, Méditation. petite méditation. Ok. Et après, j'enchaîne la journée. T'enchaînes. Et effectivement, on n'en a pas parlé, mais du coup, là, aujourd'hui, rapidement, dans ce que tu fais de la crypto. Et Ouais. à côté de ça, tu fais d'autres choses. Ouais, à côté de ça, j'ai aussi ouvert ma société de vidéographie. Ouais. Vidéographie, ok. Ouais, donc j'ai ouvert ma société en Suisse pour... Ah oui, parce que tu l'as pas dit, mais t'habites en Suisse. J'habite en Suisse maintenant, oui, Actuellement. comme voilà, vu que la France n'a pas voulu de moi, bah, je suis parti... Voilà le genre de personnes que vous perdez, la France. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je suis parti en Suisse et ça a été l'opportunité pour moi de travailler là-bas, de rencontrer voilà des nouvelles cultures, etc., etc. Et j'ai décidé d'ouvrir ma société de photographie, mais plus spécialisée dans la vidéographie. Moi, je kiffe Plutôt la vidéo, piloter un drone pour faire des plans, avoir une caméra dans la main, scénariser, ce genre de choses, tu vois. Donc, Ok. j'ai ouvert ma société il y a pas très longtemps, donc c'est en train de se développer Ouais. et tout gentiment. Donc, j'ai déjà eu des contrats, j'ai déjà rempli des missions et tout. Donc, Ok, et à côté, tu fais un petit peu de cuisine et tout. Tu me disais. ouais, je reste toujours un peu dans la cuisine. Ça me temps en permet voilà, de faire des remplacements de chefs. C'est-à-dire Ouais. quand des chefs partent en vacances, on m'appelle moi pour prendre le restaurant pendant une semaine ou 2 semaines et manager l'équipe juste pour remplacer le chef et assurer les services, assurer les commandes, assurer le management, assurer les coûts, etc. de matière. Donc je le fais, Ok. ouais, je le fais encore, De temps en temps. parce que voilà, la cuisine, ça Ouais, reste ça quand reste même. ton petit. J'ai grandi là-dedans, tu Ouais. vois. Mais Donc, sinon, ouais, t'as ce truc, enfin, t'as ta société de photos, de vidéographie plutôt. ouais. J'en profite juste pour faire un petit point publicité. Donc, comme vous le savez ou peut-être pas, moi, je fais aussi de la photo. Donc, pour toutes les personnes qui auraient besoin donc de photos pour leur entreprise, pour développer leurs produits, pour mettre en avant en fait leur style de vie. Enfin, voilà, tous les entrepreneurs, entrepreneuses, tous les ambitieuses, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux Instagram ou quoi pour pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc, on reprend. Je le fais parce que Ouais, tu as raison. on m'a dit de le faire. Qu'est-ce que tu changerais si tu avais quelque chose à changer, si tu avais quelque chose à refaire, et comment tu le referais? Je pense qu'il y aura un truc que j'aurais envie de changer, même si j'ai pas de regrets ou quoi que ce soit, mais commencer le développement personnel et la crypto-monnaie et tout ça plutôt. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que si j'avais connu le money management, juste de gérer de l'argent, tu Juste vois. la gestion financière. Juste la gestion financière. Si Ouais. j'avais connu ça à l'âge de 25 ans, mec, aujourd'hui, je serais déjà multimillionnaire, je serais déjà à la retraite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on ne l'apprend pas ça, nous, à l'école. Non, et c'est bien fait exprès. On nous apprend Ouais. pas à gérer de l'argent. Ouais. Si t'as pas déjà une famille riche qui peut t'envoyer dans une université qui t'apprend à gérer de l'argent, tu sais pas le faire. On te parle jamais d'argent. On te dit, Exactement. tu vas à l'école pour gagner de l'argent, mais on te parle jamais d'argent du début à la fin de ton parcours, sauf si tu vas dans les trucs vraiment spécialisés pour ça, comptabilité, etc. Et encore, t'apprends à gérer de l'argent pour les entreprises, tu vois, voilà. mais pas forcément pour toi et à le développer, tu vois. C'est con, mais regarde, tu vas dans une grande école et puis tu as un prof qui t'apprend la comptabilité et qui t'apprend à gérer un business. Ok, ce prof, il fait quoi dans la vie? Il est prof. Il n'est pas businessman à succès. Et pourtant, il va t'apprendre à gérer un business. Tu vois ce que je veux dire? Et ce prof, il roule avec quoi? Une Ferrari ou une Toyota Camry? Une Twingo. Il roule avec une Twingo, tu vois. Donc, c'est ces gens-là qui vous donnent des leçons et qui vous disent comment gérer les choses, alors que eux-mêmes n'ont jamais quitté le système scolaire. Ouais. Et ils sont toujours professeurs. Ouais. Ils n'ont jamais ouvert de business. Un professeur qui aura ouvert 2-3 business et qui aura eu du succès avec ces 2-3 business, qui ensuite apprend à des jeunes à ouvrir un business et à gérer un business, ok, là, il est crédible. Là, on parle. Ouais. Là, on parle, vraiment, tu vois. C'est, vas-y, donne-moi ce que tu as à me donner parce que tu as déjà réussi dans le business. Aujourd'hui, il y a des profs, ils t'apprennent la comptabilité, mais ils n'ont jamais fait de comptabilité dans une entreprise. Ils n'ont jamais géré des chiffres ou des millions ou des milliards pour des grosses sociétés, tu vois. Ouais, exact. Donc, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait ça. Ce serait plutôt le money management, apprendre à gérer son argent, apprendre à gérer ses dépenses, apprendre à gérer comment l'argent il tourne, comment tu peux l'utiliser, comment ça peut être mis en place en fait pour générer plus d'argent, parce que ton argent il peut travailler pour toi, tu vois. Ok, vraiment très intéressant. Quels sont tes principes et tes valeurs, toi? Principes et valeurs. Est-ce que tu penses qu'on peut faire de l'argent de n'importe quelle manière Alors, on peut faire de l'argent de plusieurs façons. Il y a la façon honnête et la façon malhonnête. Mais il faut savoir que si vous empruntez la façon malhonnête, l'univers va vous reprendre au moment ou à un autre cet argent. D'accord? Ça veut dire que voilà, si vous arnaquez les gens, un jour, le karma se retournera contre vous. Ouais. Quoi qu'il arrive. Tu crois fondamentalement à ça? Ah ouais, toi. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'intègre, d'honnête, et que vous faites de l'argent en ayant ces valeurs, ce sera beaucoup plus dur. Ce sera beaucoup plus dur de gagner de l'argent en étant honnête.
Tu feras beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement en étant malhonnête, en arnaquant des gens ou quoi que ce soit, mais cet argent, on te le reprendra tout aussi vite. Ok ? L'univers te le reprendra tout aussi vite. Maintenant, si tu fais de l'argent honnêtement, en étant bienveillant, en étant intègre, en ayant toujours ces valeurs d'honnêteté et de toujours donner ton maximum dans ce que tu fais, peu importe le business, le processus va être beaucoup plus long. Il va être long et douloureux. Mais cet argent, il sera à toi, tu l'auras mérité et il n'y a personne qui te le reprendra. Ok, tu vois ce que je veux dire? La vie, elle est construite comme ça. L'univers, il est construit comme ça. Je suis d'accord. Le karma, il est fait pour récompenser ceux qui sont dans le bon. Tôt ou tard, quelqu'un qui fait des millions en arnaquant des gens, crois-moi qu'un jour, il va tomber de la falaise et il pourra même pas profiter de son argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est d'accord. Et quelle est ta plus grande leçon? Tu me disais que tu avais appris pas mal de leçons, que tu avais pris pas mal de claques. Si on avait une que tu devrais retenir et qui t'a le plus marqué, ça serait laquelle? Ne pas donner ma confiance à tout le monde. Parce que justement, dans ce monde, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Et des fois, quand tu donnes ta confiance à quelqu'un de mauvais, bah, t'en payes le prix. Ok. Et t'as un exemple? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'était par rapport à quoi ça? Rapidement. Ouais, c'est par rapport à une relation amoureuse, tu vois, par exemple. D'accord. Là, je parle vraiment d'il y a des années. D'il y a des années. Au début. Au tout début. Ok. Tombe amoureux d'une femme, voilà, c'est l'amour de ta vie, c'est la première fois que t'es amoureux, machin, etc. Et puis finalement, après quelques années de relation, tu te rends compte qu'elle te trompe avec ton meilleur ami. Putain. Ouais. Donc t'avais la confiance pour elle, la confiance pour lui, et tout a été détruit comme ça, tu vois. En un claquement de doigts. Ok. Donc, ne pas donner la confiance à n'importe qui. Ouais, la confiance, ça se mérite. La confiance, elle se mérite, et elle se mérite pas par les mots, elle se mérite par les actes. Quelqu'un qui parle, mais qui n'agit pas, j'ai pas confiance. Ok. Direct. Ok. Tout de suite. C'est clair et net. Le mec qui dit, ouais, je vais faire du sport, et puis qui fait jamais, arrête de dire que tu vas faire du sport, t'en fais pas, mec. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a des personnes qui disent, mais comment on peut savoir si on peut avoir confiance en quelqu'un? Mais tu regardes entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, en fait. Bien tout sûr. Simplement. Et si la personne n'est pas capable d'elle-même faire ce qu'elle dit qu'elle va faire, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en elle-même, quoi. Tu n'es pas capable de faire ce que toi-même t'as dit. Donc, comment tu veux que quelqu'un d'autre ait confiance en toi? Exactement. Et... Moi, je préfère quelqu'un qui dit rien et qui acte. Ouais. Acte, vas-y, fais des choses. Là, je me dis, putain, le mec, il parle pas. Ouais. Il fait plein de trucs. Ouais. Incroyable. Lui, c'est un mec de confiance, tu vois. Ok. Là, on va arriver sur les dernières questions. Et là, c'est une bonne question, je trouve. Imaginons que tu as un enfant et tu souhaites lui donner les meilleures conditions pour réussir sa vie. Tu lui enseignes quoi? Quelles armes je peux lui donner dès tout petit pour pouvoir réussir sa vie? Le money management. Ok. Exactement ce qu'on m'a pas donné à moi, tu vois. Comment gérer l'argent, même si tu es salarié déjà, juste quand tu es salarié. Juste de savoir gérer ton salaire, ne pas se faire avoir par la consommation, ne pas faire des crédits, tu vois, juste savoir gérer ton portefeuille en fait. Juste ça. Rien que ça déjà. Rien que ça peut déjà évoluer parce que moi, j'ai pas forcément eu de personnes qui m'ont accompagné pour me dire, OK, quand tu vas être adulte, tu auras un loyer, tu auras un téléphone à payer, tu vas avoir l'assurance de la voiture, tu vas avoir le téléphone, tu vas avoir telle dépense. Il peut te tomber ça sur la tête alors que tu n'avais pas prévu. Tu vois, donc au début, ça a été long pour comprendre tout ça. Mais moi, si j'ai un enfant, je pourrais lui apprendre à manager. Je pourrais lui apprendre même à gérer plus loin, c'est-à-dire à générer avec de l'argent. Parce que ton argent, il peut travailler pour toi aujourd'hui. Il faut juste savoir comment faire. Et les gens ne savent pas comment faire parce qu'on leur a pas appris. Et les gens s'y intéressent pas forcément, tu vois. Donc, si j'ai des enfants, je vais leur apprendre à gérer ça. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent fait partie du monde dans lequel on vit. C'est une monnaie d'échange pour des services, c'est une monnaie d'échange pour manger, peu importe. Quand tu apprends à gérer ça, bah, t'apprends à gérer ta vie, en fait. Ouais, de ouf. Tu vois? Ok. On te donne l'occasion de passer un message au monde entier. Tu as 30 secondes. Tu dis quoi? Un message au monde entier? Arrêtez de perdre votre temps avec des conneries. Arrêtez de perdre votre temps avec des conneries, sérieusement. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de choses. Je rêvais des États-Unis, je rêvais de l'Australie, je rêvais de devenir chef de cuisine dans un premier temps. Je rêvais de travailler pour des grands chefs, je rêvais de devenir entrepreneur, je rêvais de faire de l'argent. Mec, j'ai tout fait. Ouais. Mais pourquoi j'ai réussi à tout faire? Parce que j'ai arrêté de polluer mon esprit avec des conneries. Quand je dis des conneries, c'est il y en a peut-être qui vont me détester avec ça, mais j'aime bien le dire, tu vois. Mais arrêtez de regarder Netflix. Plutôt de regarder des séries à la con, là, qui vous vendent du rêve. Mettez-vous sur un truc qui vous plaît.
Mettez-vous sur du dessin, sur de l'art, mettez-vous sur de la musique, mettez-vous sur des formations, mettez-vous sur des trucs qui vont vous faire évoluer, des trucs qui vont vous apporter réellement quelque chose. Ouais, la photo. La photographie, bien sûr. Vidéographie. C'est créatif, la photographie. C'est un business. Tu peux évoluer, tu peux apprendre plein de choses, à apprendre à manipuler une caméra, à apprendre ce que c'est un ISO, etc. Tu vois, ça te permet de te développer. Quand vous regardez Netflix pendant 2 heures, vous rentrez du taf et vous regardez Netflix pendant 2 heures, mais vous avez perdu 2 heures de votre vie à rien faire. Donc arrêtez de faire des choses qui vous apporteront rien, tu vois. Juste concentrez-vous sur vos rêves, écrivez la liste, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et faites chaque jour une chose pour accomplir ses rêves. Faites chaque jour une chose pour accomplir ses rêves, parce que c'est le but de la vie, en fait. C'est de savoir ce qu'on veut, savoir de quoi on rêve et aller au-delà de soi pour réussir à les réaliser. Ouais. Donc, arrêtez de perdre du temps pour des conneries. Ouais. Tu vois, il y a tellement de choses qui sont inutiles. Il y a tellement de choses dans la vie qu'aujourd'hui, on consomme. Je suis désolé pour certains, hein, mais arrêtez de passer votre temps sur TikTok à regarder des chats qui tombent des tables. Tu vois ce que je veux dire? Mais mec, les gens, ils sont là devant leur téléphone et ils passent 1 heure à regarder des espèces de conneries à la con. Enfin, tu vois, mais merde, putain, regardez des vidéos, lisez des choses qui vont vous apprendre le langage corporel, sur comment gérer un business, comment gérer ses émotions, comment évoluer en fait, comment devenir une meilleure version de vous-même. C'est beaucoup à la mode ce mot, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Plutôt que de rester planté devant la télé à regarder des émissions à la con, tu vois. À la limite, si vous vous mettez devant Netflix, regardez un documentaire. Regardez un documentaire un peu sur une histoire vraie, tu vois, de personnes à succès, ce genre de choses. Ça va vous inspirer. Là, ok, c'est pas vraiment une perte de temps. Parce que vous regardez Netflix, mais vous êtes sur un documentaire qui peut vous apporter des choses. Mais quand tu regardes une série enfin, la con, je sais pas. Ok. Et là, on va finir sur cette dernière question. On n'a pas pu voir toutes les questions par manque crucial de temps, mais qu'as-tu fait aujourd'hui dont tu te souviendras pour toujours? Dans ton parcours, dans ton histoire, qu'est-ce que tu as pu réaliser et tu te diras, ça, je l'oublierai jamais de ma vie? Il y a tellement de choses que j'ai faites que je pourrais pas oublier. S'il y en avait 1 ou 2. Mon départ à 18 ans. Mon départ en Angleterre. Ok. Parce que ça a vraiment été là, en fait, le déclic du processus pour devenir qui je suis aujourd'hui, tu vois. La peur que j'ai eue pour partir, mec. Ouais. La veille du départ. J'en ai pas dormi, mec. 18 ans. À 18 ans, t'es jeune. À 18 ans, t'es même pas encore un homme. Tu vois ce que je veux dire? Et de prendre la décision d'aller dans un pays où je parle pas la langue, où je sais même pas comment on pourrait me déplacer, où je sais même pas je vais arriver, je sais même pas si je vais trouver un travail, je sais même pas si je vais avoir assez d'argent pour tenir le temps de trouver un travail. Ça a vraiment été l'élément déclencheur, en fait, dans tout mon processus. De réussir à surpasser cette peur de l'inconnu. Ouais, c'est juste surpasser cette peur, en fait, là. Ouais, je vois. Incroyable. Mais vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Johan. Avec plaisir. D'être venu sur cette chaîne, sur notre émission, sur notre podcast. Franchement, c'était un grand plaisir. Je te réinviterai sûrement d'ici quelques mois pour qu'on puisse peut-être parler encore d'autres choses, peut-être même avec les boys pour parler crypto, trading, etc. Avec plaisir. Mais en tout cas, franchement, je suis hyper impressionné par ton parcours et j'espère et je pense qu'il va pouvoir en inspirer beaucoup. C'est l'objectif. Ouais, c'était l'objectif de ma venue aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, dans un premier temps, si comme Johan, vous souhaitez passer sur la chaîne Spirit Success Money, raconter votre histoire, votre parcours, vos projets, etc., n'hésitez pas également à me contacter. En tout cas, moi, je vous dis merci pour votre attention, merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne de l'ambition Spirit Success Money. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un. Voilà, ciao. Salut la team. Sayonara. Ciao.